Bonjour, c'est la 25e édition de la revue de la semaine et l'avant-dernière avant le premier tour des élections présidentielles, si bien que dans 2 revues de la semaine, on peut dire que le monde aura sans doute bien changé. Alors, bon, d'abord, vous connaissez la règle, vous mettez des petits pouces bleus tant que vous pouvez, comme ça, ça fait monter la vidéo si elle vous a plu. Et on a passé les 20 millions de vues de nos vidéos, de cette chaîne YouTube, et on espère atteindre 300 000 abonnés d'ici le premier tour de l'élection présidentielle, ce qui devrait être jouable, puisque on est déjà à 280 000, un petit peu plus. Donc pour cette 25e édition, d'abord le générique. Je vais commencer par un sujet qui a à voir avec l'ambiance un peu glauque que certains essayent d'organiser autour de moi. Il faut bien qu'ils se défendent. Hein. Donc comme ils n'ont pas envie de me voir élu du tout, ni même de me voir arriver au 2e tour, depuis quelques jours, c'est parti la charge. C'est normal dans une démocratie qu'on se dispute l'accès au vote, c'est normal. C'est l'enjeu même de l'élection, c'est convaincre des gens qu'une chose est bien et que l'autre ne l'est pas. Là où ça prend une tournure quand même étrange, c'est lorsque ça tourne à la campagne purement inventée. Il y a donc une série de gens qui a décidé de faire une campagne sur le thème Mélenchon, Chavez, Fidel Castro, Poutine, enfin bon. Et je pense qu'entre eux, ils doivent se chauffer la tête, parce que chacun en rajoute et en invente un petit bout encore. C'est quand même un peu ridicule, déjà. On parle de Castro, il est mort, on parle de Hugo Chavez, il est mort, donc on parle de gens qui ne sont pas là. Et tout ça pour évidemment induire l'idée que j'ai une folle envie de devenir un dictateur, et ces gens se bourrent le crâne, et de l'un à l'autre, ils inventent des choses, ils en rajoutent. Là, j'ai en main un journal qui est particulièrement vil dans son hostilité, hein, parce qu'après tout, ça se dit de gauche, l'Obs, il pourrait au moins me respecter. Il pourrait argumenter contre moi en disant, bon, on n'est pas d'accord avec lui, mais pourquoi faire ça, quoi? Mélenchon ou la paix du Kremlin, vous voyez? Ces gens-là qui sont très liés aux États-Unis d'Amérique, on va dire ça comme ça, qui font un titre comme ça sur moi, bon, très lié. La paix du Kremlin, pourquoi est-ce qu'ils croient ça? Évidemment, ça se termine, tout ce que je dis est tourné à la fin pour faire Mélenchon a dit, nous ne voulons d'aucune guerre, ni petite, ni moyenne, ni grande, sur le vieux continent. Hein, aussitôt pour ajouter, un peu comme Chamberlain et Daladier à Munich. Munich, c'est toujours Munich à leur truc. C'est-à-dire l'idée d'une capitulation qui, au passage, leur permet de mettre Poutine sur le même plan qu'Hitler. Ça ne les gêne pas, quoi. Tout ça, c'est du pareil eux-mêmes. Et en dessous, il y a un type qui s'appelle Serge Raffi, qui écrit un papier sur moi. Alors, il est marqué « Mélenchon, le guerriero tranquille ». En rouge, hein, parce que comme vous êtes trop bête, si c'est pas marqué en rouge, vous ne comprenez pas que c'est pour dire que je suis en rouge. Et ça commence comme ça, je vous lis juste la première phrase parce qu'elle m'a fait marrer. Appelez-le Elchon, il en frémit de contentement. Et il met le comparer au Che mort en Bolivie, emporté par le rêve fou d'une révolution bolivarienne impossible, il ne crie pas au scandale. Alors ce Serge Raffi ignore plusieurs choses. D'abord, le projet du Che n'était pas la révolution bolivarienne, ça c'est Chavez, c'est-à-dire quelque chose comme 40 ans après. Hein. Non, c'était une révolution socialiste. Et pour le reste, pour ma part, s'il connaît un peu mon histoire, il y en a que ça intéresse des fois de savoir ce que j'ai pensé de ces choses-là à chaque étape. J'ai jamais été partisan de la guerre de guérilla dans le style que décrit le Che, et que le Che a mis en œuvre pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, parce que c'est des vieux débats qui sont maintenant dépassés. Et après, le reste, bon, est à l'avenant, quoi. Alors je suis un nostalgique de la dictature, parce que j'aime ça, j'aime les tyrans, etc. Voilà ce que racontent ces types à longueur de colonne. Mais pour lire ça, je veux dire, vous êtes par exemple, vous êtes quelqu'un de gauche, bon, d'une gauche intellectuelle, tranquille, quoi. C'est pas votre sujet, c'est pas la stratégie politique, tout ça, mais enfin, vous appartenez à cette famille. Alors, vous donnez 3,90 €. Vous achetez un journal, et on vous dit, êtes-vous Macron, Mélenchon ou Hamon? C'est un exemple. Hein, bon. Alors, les photos sont cool, en plus, à la une. Donc, ah ben, vous vous dites, bah tiens, j'aimerais bien savoir. Je vais essayer de vérifier. Alors, vous avez un questionnaire, et ça recommande dans le questionnaire. Si vous mettez le petit triangle rouge, c'est que vous êtes d'accord avec moi, et vous êtes absolument certain.
chaque fois que vous choisissez le petit triangle rouge, que vous allez tomber sur Cuba, je sais pas quoi, Venezuela, Poutine, c'est vraiment... voilà. Alors, ce matin, c'était... ils ont trouvé un angle, ça y est, c'est bon, là, mortel. On a trouvé dans mon programme que je pense que la France doit adhérer à l'ALBA. L'ALBA? Alors vous êtes chez vous? Comment, c'est pas possible? À l'ALBA? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Naturellement, personne ne sait ce qu'est l'ALBA, ou très peu de monde le sait. Il faut se renseigner, mais vous comptez sur les journalistes pour le faire, non? Hein? Pas de bol, hein? Alors ils disent, l'ALBA, c'est une invention de Chavez. Alors déjà, rien qu'avec ça, c'est plus la peine de discuter. Et puis ils disent, oui, mais dans l'ALBA, il y a le Venezuela. Il y a aussi comme observateur la Russie et l'Iran. Pas très démocratique. Bon, alors on va tout reprendre à zéro. D'abord, qu'est-ce que l'ALBA? L'ALBA, c'est une organisation de coopération sur le continent latino-américain. C'est la seule association de coopération, c'est-à-dire qui n'a pas de but lucratif, ce n'est pas un marché unique comme Mercosur, ce n'est pas une coalition de marchés aussi comme la communauté andine des nations, la CAN, ça n'est pas le traité du Pacifique, c'est rien de tout ça, c'est quelque chose qui se donne pour objectif de faire de la coopération dans tous les domaines où on peut coopérer, donc pas des relations commerciales. Ça peut être des relations commerciales, mais si c'est des relations commerciales, c'est des relations coopératives. C'est ça qui m'intéresse. Et en Amérique latine, c'est pas la France de Lille ou la France de Nice dont il est question. Il est question de la France de l'Amérique latine, c'est-à-dire de la Guyane. Je pense que vous avez tous vu qu'il y a un problème en Guyane. Vous ne croyez pas que ça irait mieux si la Guyane s'intégrait dans le tissu de l'Amérique latine sur un mode coopératif? Vous ne croyez pas? Ça vaut la peine quand même, non? Bon. La Guyane est un territoire d'Amérique latine. Et j'en vois qui se moquent de moi quand je dis que la plus longue frontière de la France, c'est avec le Brésil, pas avec l'Allemagne. Pourquoi ils se moquent de moi? La Guyane, c'est pas la France? C'est pas une frontière comme une autre? Hein? Il y a un côté méprisant, hein, néocolonialiste, chez ceux qui regardent de haut la Guyane, au point que ça leur vient même pas à l'esprit que la frontière de la Guyane nous intéresse et nous implique directement. Parce que qu'est-ce qui est de l'autre côté de la frontière? Hein? Faire marcher sa tête. Qui est de l'autre côté? Le Brésil, c'est-à-dire une des puissances émergentes du monde. C'est pas rien. C'est un partenaire extraordinaire pour un petit département, un petit territoire comme la Guyane. Hein? Et puis après, c'est pas tout. Il y a tous les pays des Caraïbes qui sont là. Regardez la carte. Et puis dans les Caraïbes, vous avez des territoires français, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin. Hein? Ça compte, ça. Et eux, c'est pas mieux qu'ils soient dans leur environnement? Est-ce que c'est pas intéressant pour nous, les Français, de confier à ces territoires la tâche d'assurer la liaison avec les Amériques? C'est pas bon pour la coopération, le commerce, tout ça? Alors, il faudrait savoir. Ceux qui n'arrêtent pas de nous parler de mondialisation, ils sont là, blabla, ils veulent faire la mondialisation, juste pour faire des marchés uniques. Et quand concrètement on parle de la manière d'organiser la coopération avec notre environnement autour de nos territoires, il n'y a plus personne. Ils sont en train de regarder avec la cuillère à inventer des choses. Alors bon, voilà ce qu'est l'ALBA. Qui est-ce qu'il y a dans l'ALBA? J'ai amené mon papier pour oublier personne. C'est important de le savoir. Qui est dans l'ALBA? Ils disent, il y a le Venezuela. Mais d'abord, ben oui, il y a le Venezuela. Le Venezuela, c'est le pays qui a la plus grande réserve de pétrole du monde. Moi, je suis pour sortir des énergies carbonées. Mais vous autres, là, les très intelligents, ça vous est égal qu'on ait une relation avec le pays qui a la première réserve de pétrole du monde? Non, ils n'ont même pas réfléchi. Ça ne les intéresse pas. Ils croient à leur propagande, c'est tout. Alors, qui est-ce qui est membre de l'ALBA? Les pays membres. Venezuela, Bolivie, Nicaragua, Cuba, la Dominique, Saint-Vincent et les Grenadines, l'Équateur, l'île de Sainte-Lucie, Antigua et Barbuda, qui sont aussi une île. Donc ça, c'est les Caraïbes. Nous sommes une nation des Caraïbes. Ça nous intéresse de travailler avec les gens des Caraïbes, justement dans la coopération. Et pas à dire,
nous nous intéressons à vous pour pouvoir vous déverser des kilos de marchandises sur la tête que vous ne pourrez plus produire vous-même. Et parmi les observateurs, alors ils disent, oulala, là là, il y a les Russes et l'Iran, c'est pas démocratique. Bon, il n'y a pas de Russes. C'est comme ça, hein, c'est curieux quand même, hein. Des journalistes intelligents, cultivés, tout ça. Pourquoi ils éprouvent le besoin d'inventer des choses? Pour vous faire peur. Parce que fondamentalement, ils pensent que vous êtes des imbéciles, à qui on peut bourrer le crâne, à qui on peut raconter n'importe quoi, et que ça va leur faire peur. Alors les pays observateurs, qui c'est? Haïti, c'est important pour nous. Haïti, vous savez dans quelle misère croupit Haïti? C'est pas rien pour nous d'avoir un cadre de coopération régionale avec Haïti. Parce que nous, on peut faire beaucoup de choses avec Haïti. Puis on a une grosse dette à Haïti, mes amis. Vous savez qu'on a tout cassé à Haïti. Vous savez qu'on a eu une guerre, que c'est de là qu'est née la première république noire du monde. Et que pendant des décennies, on a fait payer à Haïti le rachat des esclaves. Donc nous, les Français, on a une dette à l'égard d'Haïti. Et si demain je suis le président de la République française, je m'occuperai de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que Haïti puisse respirer. Et qu'est-ce qu'ils vont nous demander, les Haïtiens? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils nous demandent? Des machines pour produire de l'énergie, pour qu'ils puissent commencer à s'organiser, pour qu'ils puissent commencer à organiser l'électricité, pour qu'ils puissent pomper ou filtrer et avoir de l'eau potable. Et donc, s'ils ont de l'énergie, arrêtez de couper tout le bois qu'il y a là, parce que comme on coupe tout le bois, alors la terre descend dans la mer. Et du coup, il n'y a plus de terre arable. Vous voyez à quoi ça tient? Donc pour nous, c'est important de travailler avec Haïti. Et il y a aussi la Syrie et l'Iran qui sont observateurs. Oui, ils doivent être observateurs dans des tas d'autres réunions dans lesquelles il y a des Français. Hein. Bon, et puis ils sont observateurs. Et puis on ne demande pas aux gens qui viennent là-dedans d'approuver le régime des uns ou des autres. Hein. Parce que si c'est à moi qu'on pose la question, j'ai jamais été d'accord avec le régime iranien. Par conséquent, je ne vais pas commencer maintenant. Jamais je n'ai été d'accord. Du temps de l'ayatollah Khomeini, je n'ai pas soutenu son retour en Iran. Alors, bon. Et puis il y a d'autres pays, l'Uruguay, vous le connaissez peut-être, c'est le pays de Pepe Mujica. Et puis il y a le Paraguay. Le Paraguay, je ne suis pas du tout d'accord avec le gouvernement qui est en place. Pourquoi il ne le cite pas? C'est un gouvernement qui a commencé par faire un coup d'État. Il ne cite pas Paraguay. Il cite la Syrie et l'Iran. Il ne cite pas les autres. Vous voyez? C'est ça de l'information bidonnée, du bourrage de crâne. Donc l'ALBA, c'est une organisation qui nous intéresse, nous Français. Et je trouve que ce serait une bonne chose que nous puissions y trouver notre place. Ce qui serait une manière de dire la France est une puissance caribéenne et latino-américaine. Toute cette histoire a commencé, l'ALBA, dont personne n'avait idée jusque-là, parce que sur France Info, on a interrogé Clémentine Autain, présentée comme ma porte-parole, ce qu'elle n'est pas. Pas parce que je ne le veux pas, mais parce qu'elle n'a pas été d'accord pour l'être. Il y a 2 mois de ça, ou 3 mois, plus que ça, enfin, je ne sais plus comment on vit, où la question lui a été posée parce qu'elle avait d'autres priorités, notamment celle de sa campagne pour les élections législatives. Donc nous sommes très amis et tout va bien, hein, je m'empresse de le dire. Mais c'est une trouvaille de cette chaîne de télé de m'inventer comme ça des gens qui ont le titre porte-parole. Alors évidemment, après ça la fout mal. Quand on pose une question au porte-parole, on dit elle est embarrassée. Je vais vous dire pourquoi elle est embarrassée. Parce que c'est pas de quoi il s'agit. Et puis c'est bien normal, on ne peut pas savoir tout sur tout. Et surtout que les autres leur disent « Alors vous êtes d'accord avec Mélenchon qui veut faire une alliance avec l'ALBA dans laquelle il y a la Russie et l'Iran ?» Alors évidemment, elle est mal comme elle ne connaît pas le sujet. Et je ne m'en veux pas, comment peut-on connaître tous les sujets? Vous croyez que moi je connais tous les sujets qui sont contenus dans le programme et dans les 40 livrets? Je vous le dis, non. Non. Pourtant j'ai tout lu, hein, mais je ne suis pas capable de répondre sur chaque question, surtout quand celui qui vous la pose le fait avec la volonté de vous tromper, de vous induire en erreur. C'est ce qu'on fait ces deux-là. Si elle m'avait demandé avant, je lui aurais dit, méfie-toi. Ces types-là, ils ont déjà passé 3 fois sur leur chaîne le petit extrait qui dit je veux rendre la France aux Français. Hein. Voilà. Alors il dit avec elle 4e fois. Donc voilà ce qu'est devenu l'information dans le service public. Et après, il s'étonne que je ne veuille pas y aller. Mais c'est très simple, je n'irai pas. Pour tomber dans des traquenards pareils, pour se faire jeter à la figure des soi-disant questions que les Français se posent. Tu parles, Charles, si les Français se posent la question de savoir si l'ALBA c'est bien ou pas bien. Alors, je veux bien qu'on en parle, évidemment, puisque c'est dans le programme, mais pas d'une manière aussi truquée que ça, c'est honteux, hein, c'est honteux. Voilà.
il doit avoir drôlement peur hein, pour être obligé de s'abaisser à des procédés pareils. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Dans cette profession, il y a des gens honnêtes qui essayent de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent. Et puis, vous avez des stars qui sont payés très cher, donc il faut bien qu'ils justifient leur salaire. Hein. Et ils ne sont pas là pour informer, vous le savez bien. Ils sont là pour vous dire quoi penser. C'est pas pareil. C'est pas le même métier. Bon, les gens, je parle à l'instant de la campagne parce que vous avez vu qu'elle a connu une accélération de notre côté et puis ça va encore s'intensifier dans la semaine qui vient. Là, depuis la dernière revue de la semaine, on a eu un bon 20h sur France 2. Le même jour, on a sorti, c'est le Discord Insoumis qui a fait à nouveau une merveille, qui est le jeu Fiscal Combat, qui a marché très fort, tout de suite. Il y a eu plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs uniques. Et je crois que les gens s'amusent bien, il y a même qu'on dit que ça rend addict, mais c'est très finement fait d'abord, c'est plutôt sympa à manier, mais c'est plein de formules très politiques, et puis l'idée générale, elle l'est, hein. On secoue des gens et ça rapporte des euros pour réaliser notre projet. Donc ça c'était vendredi. Ensuite samedi on a eu l'émission On n'est pas couché, qui a été je crois assez performante. En tout cas moi elle m'a bien intéressé quand je l'ai enregistrée. Et le lendemain il y avait Marseille, le grand rassemblement à Marseille. Et puis après s'il faut terminer la série, le lundi on démarrait notre radio Les Jours Heureux. Donc vous voyez il y a eu un enchaînement. Et le même lundi où on démarrait Les Jours Heureux, démarraient les 7 caravanes qui parcourent le pays et les quartiers populaires. Donc vous voyez, c'est quand même un rush là, hein, de travail. Et puis toutes sortes d'amis se sont mis sur la plateforme pour faire le mélanphone. C'est une technique qui consiste à appeler des gens pour les motiver pour la prochaine élection qui arrive, et qui est très efficace parce qu'on a déjà contacté comme ça plus de 20 000 personnes dans le pays. Bon, je pense que ça va monter en puissance parce que, y compris là, si vous m'écoutez, ça va vous intéresser. Vous allez sur la plateforme et vous pouvez donner un moment de temps à autre pour vous-même appeler des gens. Alors, je crois qu'on vous donne les numéros de téléphone parce qu'on cible hein, des endroits bien précis dans le pays. Quels endroits? Ceux où l'abstention est la plus forte. Parce qu'on pense que c'est là qu'il faut qu'on décide des gens à venir voter pour nous. Notre campagne, c'est ça qu'elle vise. Nous, notre but, c'est pas de prendre une poignée de voix à celui-ci, une autre à celui-là. Bon, c'est pas le sujet pour nous. Le sujet, c'est un mouvement populaire de fond qui porte un candidat et un programme, et ensuite accomplit le programme. Donc, vous voyez, la méthode doit être tout le temps bien calée. Moi, je crois que ce qu'on voit, on comprend pourquoi ils ont tous pris si peur, les commentateurs du système, et qui défendent l'ordre établi. C'est parce qu'ils voient bien qu'ils sont partis pour se prendre un raz-de-marée. Donc pendant les jours qui viennent, ils vont inventer, je ne sais pas quoi, pour essayer de casser ce mouvement. Enfin, pour l'instant, ça a très mal démarré, parce que c'est grotesque. Hein. Hier, j'étais à Lille, là, on a fait un rassemblement, je ne sais pas combien de temps, qu'il n'y a jamais eu un rassemblement populaire aussi puissant. Là. Donc ça a été énorme. Et les gens étaient là, extrêmement motivés, très, très, très réactifs sur toute une série de sujets politiques pointus. Moi, ça se captait à l'oreille. Il y a eu un moment où j'ai eu peur, parce que j'ai entendu un bruit énorme, je ne sais pas ce que c'était. En fait, c'était des gens qui tapaient des pieds. Alors ça fait une vague. Waouh! Ouais, c'était très impressionnant. Ça a été un succès immense. Mais ça a un sens politique, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste un événement de campagne électorale, ce serait déjà pas mal. Hein. Il y en a qui aimeraient faire des événements de campagne électorale comme ça. Ils peuvent pas. Mais bon, que ce soit Marseille ou que ce soit Lille, c'est des masses humaines telles que ça signifie quelque chose qui a à voir pas seulement avec la campagne électorale, mais avec l'état d'esprit politique, intellectuel du pays, hein, de son rejet de l'ancien régime, de la Ve République et de ces fantoches-là. Hein. Bon voilà, ils ne veulent pas le comprendre, moi je m'en fous. C'est les électeurs qui font la décision. Et vous verrez que les électeurs, eux, ils ont compris qu'il faut tourner la page et qu'il faut le faire le plus tranquillement possible, mais il faut le faire le plus profondément possible. Voilà que je vais aller à Toulouse ce dimanche. Et bon, pour toute la région, que ce soit Toulouse ou le meeting que je fais la semaine d'après, vous savez, avec l'hologramme, qui va être présent dans 6 salles différentes.
eh bien, à chaque fois, on a organisé un système centralisé de commande de place dans les cars. Donc ça veut dire que tout le monde peut y aller, parce que si vous y prenez assez tôt, et qu'il y a un problème financier, en général, les amis s'organisent entre eux de manière solidaire pour pouvoir aller et venir. Voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous dans ces endroits, je vous donne aussi rendez-vous sur la plateforme. Vous savez qu'on est à quelques encablures d'être 400 000 signataires d'appui à ma candidature. Et comme ce sont des signataires qui sont le plus souvent actifs, actifs, ça veut dire soit quelqu'un fait quelque chose tout seul dans son coin, soit en gros, c'est d'ailleurs incroyable. L'autre jour, j'ai un ami, il me dit, alors lui, il a fait un groupe d'appui. Ils sont 2-3 groupes d'appui, ils ont commencé à se fréquenter les uns les autres. Il me dit, j'arrive dans la rue, il y avait deux personnes qui étaient en train de diffuser des tracts. Alors il s'arrête, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes de quel groupe, vous? Comme ça, gentil. Et les autres disent, non, nous, les groupes, ça nous saoule. On est 2 copains, et on commande directement le matériel sur la plateforme. Voilà 2 personnes qui disent que les groupes, ça les saoule, mais quand même, quand on est 2, ça commence déjà à faire un groupe. Et ils décident tout seuls, ils font leur campagne. Comme ils ont eu envie de la faire, alors ils choisissent le matériel qui leur convient, ce qu'ils vont faire. De temps à autre, ils mettent une affiche par-ci, par-là. Bon, c'est pas mal. Je pense que ça a été une caractéristique de cette campagne, c'est que les gens s'impliquent, mais chacun à sa façon, avec la manière avec laquelle il a envie de s'impliquer, et pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. Néanmoins, bon, il y a des moments où il faut quand même agir tous ensemble, sinon on gaspille l'énergie. J'espère que vous serez très nombreux dans la plaine des Filtres à Toulouse, puisque c'est mon prochain rendez-vous, et ensuite dans les 6 salles où nous allons faire le meeting de dernière partie de campagne, vous voyez. Voilà. Un sujet qui est peu présent sur le devant de la scène politique et puis de l'information, c'est celui de l'eau. Moi j'y reviens souvent parce que je pense que le cycle de l'eau c'est un des grands enjeux de la conduite des sociétés humaines depuis toujours. Alors nous on peut toujours croire que comme on a des robinets c'est plus un problème, ben, si c'est toujours un problème parce qu'il faut faire arriver l'eau dans les robinets, et quelle eau. Donc avant même qu'on parle des robinets et de l'accès individualisé à l'eau, il faut se poser la question de l'eau elle-même. Parce que l'immensité de la présence humaine sur la surface de la Terre produit toutes sortes de pollutions. On a déjà parlé, les pesticides, tout ça. Et puis il y a aussi d'autres pollutions qui sont liées à la présence humaine elle-même, c'est-à-dire au fait que ce sont des êtres humains. Et les êtres humains, eh bien, ils répandent partout des matières fécales, de l'urine, etc. Bon, tout ça, ça passe dans la terre, parce qu'il y a des tas d'endroits où c'est ramassé par personne, et de là, ça va dans l'eau. Et voilà que il est établi par l'Organisation mondiale de la santé qu'il y a 2 milliards de personnes qui boivent de l'eau polluée par les matières fécales. 2 milliards. C'est à peu près l'équivalent de la population totale de la planète dans les années 50 du siècle précédent. C'est pour qu'on se représente bien de quoi on parle. C'est une masse immense. Et tous les ans, il meurt 500 000 personnes à cause des diarrhées, des épidémies qui sont répandues par le fait qu'on boit de l'eau potable polluée par des matières fécales. C'est donc un problème gigantesque qui ne coûterait rien à régler, ou presque rien, si le Fonds monétaire, la Banque mondiale et tous les gens qui ont de l'argent s'intéressaient à autre chose qu'au commerce des marchandises et à l'endettement des États. Là, il faut faire quelque chose, et je pense que nous, une fois au pouvoir, on aura une politique de l'eau, mais une politique du cycle entier de l'eau, depuis sa captation, son traitement, sa distribution, son retraitement une fois qu'elle a été usée, et la manière de mettre tout ça au service du collectif humain, de l'agriculture, des êtres humains, des animaux, bref, de tous ceux qui ont à voir avec le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est le cycle fondamental de la vie elle-même. Vous êtes composé, peut-être que vous ne le savez pas, de 85% d'eau.
Et voilà, c'est comme ça. L'eau est la matière fondamentale du vivant. Alors, pour régler un problème de cette nature, il faut des investissements. Et ce sont des bons investissements parce qu'ils vous garantissent la santé des gens en même temps qu'une circulation de l'eau qui rend leur vie infiniment moins pénible. Et c'est aussi des masses d'emplois. Donc on retrouve dans cette affaire les besoins, les nécessités de la coopération, parce que il faut mettre à disposition des pays qui en ont besoin les techniques qui permettent de faire les captages, les nettoiements et la circulation de l'eau. Tout ça, nous, on sait le faire, les Français, que ce soit par des entreprises privées ou par l'action publique. Bon, je ne sais pas à moi d'aller citer les entreprises privées avec lesquelles je suis en dispute en France, parce que leur rôle n'est pas aussi brillant que certains veulent bien le dire. Mais voilà des pistes pour l'avenir. Et ça me fait plaisir de voir que, comme on l'a mentionné et expliqué dans notre programme, du coup, eh bien, des ONG de développement, il y en a au moins 5 d'entre elles qui ont dit que notre programme était le programme le mieux adapté aux problèmes et aux questions que soulève le co-développement, expression qui a été très en vogue il y a une dizaine d'années et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, parce que ceux qui se sont drapés dans ce mot n'en ont strictement rien fait, sinon des choses paracomptables depuis. Mais moi j'y reviendrai, je crois au co-développement, je crois que chaque fois qu'un pays va mieux, les autres autour ou les autres avec vont mieux. Voilà ce que je crois. Je ne crois pas qu'on puisse jamais profiter de la misère des autres très longtemps. Vous savez, les plus grands pays finissent par s'en rendre compte. L'autre jour, je voyais une déclaration de M. Martin Schulz, qui est le candidat de la social-démocratie allemande au poste de chancelier à la prochaine élection qui va avoir lieu en septembre. Eh bien, Martin Schulz dit à ses compatriotes quelque chose qui est dans mon livre, Le Hareng Bismarck, et qui à l'époque m'avait valu toutes sortes de critiques acerbes de germanophobie. Ben là, c'est Martin Schulz qui le dit, c'est l'ancien président du Parlement européen. Il dit, nous ne pouvons pas continuer à penser que nous allons aller bien en appauvrissant tous les autres. Parce qu'il est conscient du fait qu'eux-mêmes ne vont pas si bien que ça. Et que l'appauvrissement des autres finit par être leur propre appauvrissement à eux, puisque les autres ont moins intérêt ou moins de possibilités de commercer avec eux. Je pense que notre monde est à la veille d'une prise de conscience, et j'estime que l'écoute que reçoit ma candidature est une des formes de cette prise de conscience. Donc, comme je l'ai dit hier, l'important, c'est pas moi dans l'affaire, c'est ceux qui me font confiance. Pourquoi le font-ils? Voilà ce que devraient se demander les gens. Et là, c'est pas une affaire de psychologie de masse, hein. C'est une affaire de conscience. Les gens sont conscients que ça ne peut plus durer comme ça. Voilà, à la semaine prochaine.